Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. L'Europe va mal, paralysée, incapable d'avancer, divisée sur des questions majeures comme l'immigration. Une Europe traumatisée par le Brexit, avec en perspective un divorce entre Londres et Bruxelles qui s'annonce au mieux compliqué, au pire conflictuel. La décision des citoyens du Royaume-Uni de sortir de l'Union n'est pas à considérer comme une aberration folklorique. Un brouillard d'euroscepticisme s'est répandu un peu partout. De Paris à Prague, de Stockholm à Athènes, le système européen, ses commissions, sa bureaucratie sont de plus en plus perçus dans les opinions comme un problème plutôt que la solution. Que faire alors pour relancer l'Europe, pour que l'Union ait un poids face aux ambitions mondialisées de la Chine, face à l'activisme de la Russie et face à un Donald Trump qui se félicite du Brexit et qui appelle même d'autres pays à suivre l'exemple des Britanniques? L'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, préconise une thérapie de choc pour sauver l'Europe. Il est l'invité de Géopolitis aujourd'hui, juste après notre rubrique Perspective. 1945. L'Europe est en ruine pour la deuxième fois en l'espace de 30 ans. De cette Europe dévastée, renaît l'espoir. L'espoir d'une communauté unie pour une paix durable, un idéal exigé par les peuples et par les élites. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole, and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. Churchill regardant vers l'avenir, les fondements de cette union sont scellés un an plus tard à Londres. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Cette solidarité en marche, ce sont d'abord des motivations économiques. Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, l'Europe des 6 se fédère autour d'un marché commun du charbon et de l'acier. Notre communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe. La communauté économique européenne est fondée à Rome en 1957. Elle institue un marché commun pour la libre circulation des marchandises, 40 ans avant la libre circulation des personnes. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Merci de nous recevoir à Paris après la parution de votre livre « Sauver l'Europe ». Le 23 juin de l'année dernière, les citoyens britanniques ont décidé de quitter l'Europe. Est-ce véritablement une catastrophe? Ça dépend de la suite. D'ailleurs, je voudrais ajouter que pour mon titre « Sauver l'Europe », il y a un point d'exclamation et pas un point d'interrogation, parce que je suis convaincu qu'il faut sauver le projet européen. Mais il faut être réaliste sur ce point. À mon avis, le Brexit n'est pas simplement une aberration britannique. C'est l'expression caricaturale, certes, mais d'un malaise beaucoup plus large. Si vous regardez l'ensemble des pays de l'Union européenne, il y a quand même beaucoup d'anti-européens, des vrais anti-européens, comme ceux qui ont triomphé dans l'affaire du Brexit, peut-être pas durablement, on verra. Mais il y a beaucoup de sceptiques au sens propre du terme, et les médias ont tort de confondre les deux. Ce n'est pas les mêmes gens. Les sceptiques, c'est souvent des gens qui ont cru, qui n'étaient pas contre, qui sont déçus. Vous avez des gens découragés parce qu'on leur a promis l'Europe sociale, politique, etc. Bon. Et puis vous avez énormément de gens qui sont devenus allergiques à la furie réglementaire du système européen. C'est quasiment une majorité, tout ça. Donc c'est de ce tableau que je pars. Le risque du décrochage des peuples, qui me paraît une menace beaucoup plus grande que les provocations de Poutine ou Trump ou bien l'afflux des réfugiés. Et je pense qu'il faut traiter ça. Et que si on ne réintègre pas les peuples, tout ce qu'on peut raconter sur l'Europe qui continuerait quoi qu'il arrive, ou bien on va empiler l'Europe de l'environnement, de ceci, cela, à mon avis, ça ne marchera pas. Donc j'essaie de revenir à la source du problème. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces peuples qui décrochent? Alors c'est très divers, donc je suis obligé de simplifier, de schématiser un peu, mais il me semble que dans l'ensemble des votes ou des référendums consultatifs ou autres, ou des sondages, les peuples européens veulent garder une certaine identité. Donc ils n'aiment pas le discours européiste classique, comme quoi on va dépasser tout ça, c'est le passé, c'est archaïque, c'est affreux. Ils veulent garder une certaine souveraineté, même si elle est exercée en commun, comme par exemple dans la zone euro, et ils veulent de la sécurité. Et les élites qui ont fait l'Europe à marche forcée, les élites européistes, ne veulent pas entendre parler de tout ça. Mais ces mots-là, souveraineté, identité nationale, c'est des mots clés de voûte du discours de l'extrême droite.
Ici en France, Marine Le Pen, Wilders en Hollande, Orban en Hongrie. Non, c'est pas la propriété de l'extrême droite. La souveraineté, tout le monde en parle. D'ailleurs, même dans le système européen, les gens ont compris que c'était idiot de parler d'abandon de souveraineté. Parce que les gens ne sont pas contents. Donc on parle de souveraineté en commun, de reconstruire la souveraineté. Bon, l'identité, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce que c'est, naturellement, mais quand on dénie au peuple le droit de préserver une certaine identité, ils comprennent très bien que c'est une sorte de négation méprisante. Donc c'est pas parce que tel ou tel mouvement extrême, en France ou ailleurs, se sert de ces mots en les instrumentalisant et leur donnant un autre sens qu'il faut en avoir peur. Justement, il ne faut pas être terrorisé sur le plan linguistique et sémantique. Et c'est si on n'apporte pas une réponse raisonnable à ces demandes d'identité, de souveraineté, de sécurité, que justement les peuples furieux, dans leur vote, vont vers des votes de plus en plus extrêmes. Donc je plaide, moi, pour une réponse raisonnable. Mais ce n'est pas ce que fait le système européen d'habitude. Oui, en tout cas, vous dites qu'il ne faut pas fustiger ces opinions anti-européennes. Non, il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'incliner devant elles non plus. Mais par exemple, on dénonce les égoïsmes nationaux. C'est des intérêts nationaux, c'est tout à fait banal. On ne dit pas que le maire de Marseille est mauvais parce qu'il ne s'occupe pas de Paris et réciproquement. Out, dehors, c'est la stupeur. On croyait la construction européenne irréversible, l'impensable a donc eu lieu. L'impensable a donc eu lieu et Nigel Farage, leader des souverainistes britanniques, pavoise. The EU's failing, the EU's dying. I hope we've knocked the first brick out of the wall. I hope this is the first step towards a Europe of sovereign nation states. En France, à 3 mois des élections présidentielles, selon un sondage IFOP, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour avec plus de 26% des intentions de vote. En Italie, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo a conquis 25% de la Chambre des députés. En Allemagne, face à Mme Merkel, les sondages donnent 16% à l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Finlande, les partis nationalistes europhobes marquent des points élection après élection. La vérité, c'est que la vague des migrants nous menace. Cela n'a pas de fin. Ils arrivent de partout, par millions. Jusqu'à ce que l'on se rende compte que nous sommes en minorité dans notre pays. Si personne ne fait rien, ce sera la fin de l'Europe. En Hongrie, mais aussi en Pologne et en Tchéquie, les gouvernements défient ouvertement Bruxelles sur les questions d'immigration et de souveraineté nationale. En Bulgarie, en novembre, c'est un général pro-russe qui a été élu à la présidence. Et partout, l'adhésion au projet européen régresse, comme le montre une récente étude Gallup. Si on demande aux citoyens s'ils veulent, oui ou non, rester dans l'Union européenne, 46% des Grecs veulent sortir, 40% des Italiens et des Finlandais, 33% des Autrichiens et des Français. Un quart des Allemands voteraient la sortie. C'est en Espagne et en Irlande qu'on reste le plus attaché à l'Union. Alors justement, c'est la 3e partie de votre livre, la plus importante, la thérapie du docteur Védrine, si vous me permettrez, pour sauver l'Europe. Certains préconisent aujourd'hui plus d'Europe, plus de fédéralisme. Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. D'ailleurs, je me réfère à plusieurs grands Européens. Et quand Juncker, le président de la Commission, dit « on a eu tort de réglementer à outrance ». Ce n'est pas un anti-européen. Quand M. Schäuble, le ministre allemand des Finances, européen remarquable et convaincu, dit « c'est quand même gênant de ne jamais tenir compte des peuples ». Oui, ce n'est pas un extrémiste. Donc moi, je repars de ça. Je ne crois pas du tout à la réponse « plus d'Europe ». Ce n'est pas du tout ce qui ressort depuis longtemps des votes, des référendums, des consultations et des études. Donc ce n'est pas en disant dans la phase actuelle, on va faire plus d'Europe sociale, plus d'Europe, plus d'euro, plus d'Europe de l'environnement et je ne sais quoi. Ce n'est pas en empilant les promesses nouvelles qu'on va répondre à sa désaffection. Donc, à mon avis, il ne se passe rien s'il n'y a pas d'abord un électrochoc. Alors moi, je préconise une pause, pas pour tout mettre à l'arrêt, mais une pause, c'est une pause psychologique. Bon, on arrête de dire que le système va continuer quoi qu'il arrive, on arrête de se comporter comme si on ne faisait absolument pas attention au vote des gens, le système s'arrête, réfléchit, écoute, essaie d'intégrer ce qu'il est possible d'intégrer dans les demandes des peuples sur lesquels vous me questionniez. Ça, c'est le point de départ, moi, de mon plan. Mais cette pause, elle ne pourrait pas être interprétée comme un renoncement, finalement? Il n'y a pas ce risque-là? S'il ne se passe rien après, oui. À ce moment-là, ce n'est pas une pause, c'est un renoncement, c'est un abandon. On abandonne, on s'est trompé, c'est un mauvais projet. Je ne dis pas ça du tout. La pause, c'est un moment donné dans lequel on va réécouter les peuples. Alors, sous quelle forme? Je propose qu'il y ait une conférence refondatrice, des gouvernements déterminés à aller dans cette direction,
et que je préconise sans les institutions européennes au début. Donc vous excluez les institutions européennes, J'exclus la pas. Commission, la Cour de J'exclus pas. justice. Je commence sans elles. Vous commencez sans elles. J'exclus pas. Alors, vous voyez, je suis tout à fait libre. Je n'ai pas de fonction, je ne suis pas candidat, je peux parler de façon tout à fait libre. Il me semble qu'il faut frapper un grand coup. Si on met tout le monde, on va revenir à l'idée que le système est bon, qu'on ne peut pas faire mieux, et on continue comme... et le système va disparaître. Enfin, il va perdre de sa substance. Ça va devenir un système totalement qui tourne dans le vide. Donc, moi, je ne prends pas cette voie. Je dis, des gouvernements, en plus, ça les oblige à être courageux, clairs et responsables. Les gouvernements déterminés. Pour faire quoi? Conférence refondatrice. Avec quels objectifs? La subsidiarité. Alors, on en a souvent parlé, Jacques Delors l'évoquait souvent. Jean-Claude Juncker, dès son arrivée, a dit qu'il y avait énormément de directives qui sortaient de l'usine à directives et qui étaient tout à fait injustifiées ou inapplicables. Très bien, mais il faut aller plus loin. Il faut un grand message. Vous dites qu'il faut stopper la machine à tout réguler européenne. Je suggère, non, pas tout. Il y a des choses extrêmement utiles, puis il y a des choses qu'il faut évidemment réglementer au niveau européen, parce que ça n'a pas de sens de mettre côte à côte des petits bouts de réglementation nationale. Il ne faut pas réguler tout et n'importe quoi. Mais il y a plusieurs façons d'harmoniser, par exemple, dans le grand marché. On peut harmoniser par objectif. Il y a tel produit dangereux dont il faut réduire la consommation de 20% dans les 5 ans qui viennent. Maintenant, faites-le. Ou alors, on fait une directive de 300 pages pour dire à chacun ce qu'il doit faire dans le détail. Je suis plutôt pour l'harmonisation par objectif. Enfin, en gros, il s'agirait de dire l'Europe arrête, la machinerie européenne arrête de s'occuper de tout et de rien, de la hauteur des prises électriques, des pommeaux de douche, des toilettes, de la forme des concombres. Bon, il y a des centaines d'exemples variés. La directive chocolat, incompréhensible, il y avait plein de choses comme ça. Elle va s'occuper de l'essentiel, donc elle ne va pas faire moins. Elle va peut-être faire plus, mais autrement. Mais qui va prendre en charge ce chantier? Si l'idée ne prospère pas, ça ne sera personne, et donc le système européen va continuer à tourner dans le vide. Ou alors c'est quelques gouvernements déterminés, qui créeront un mouvement, rejoint par presque tous, à mon avis. Et alors après, c'est à la conférence de trancher. Alors la conférence aboutirait peut-être à une nouvelle répartition des compétences, redonnerait du rôle et de l'oxygène démocratique aux États-nations, aux régions, etc., etc. Et le système européen, qui a par ailleurs beaucoup de qualités, se concentrerait sur quelques objectifs d'avenir très importants, comme faire un Schengen crédible. Schengen, c'est une très bonne idée, depuis le début. Mais on l'a fait dans une ambiance un peu optimiste, un peu bisounours, vous voyez. Donc, il faut à un moment donné se dire il faut quand même un vrai contrôle à l'extérieur, ce qui est en train de se faire. Parce que les ministres de l'Intérieur ont travaillé sérieusement. Bon, on aurait dû, depuis belle lurette, harmoniser le droit d'asile partout, que ce ne soit pas géré par les pays d'arrivée, Grèce, Italie. Si on arrive à reconstituer ça, on a quelque part plus d'Europe, mais dans un domaine justifié, qui ne consiste pas à aller embêter les gens avec trop d'intrusions dans la vie concrète et pratique. Vous voyez, je propose un retournement. Vous écrivez, dans le dernier paragraphe de votre livre, ou l'avant-dernier, l'idée que l'Europe se défasse est insupportable. Mais finalement, en 1991, l'Union soviétique, elle a disparu. Oui, on ne peut pas comparer quand même. Parce que l'Union, je sais bien que parfois, on compare les deux à cause du degré de bureaucratie incompréhensible. Enfin, l'Union soviétique, c'est une domination par la force. Mais la possibilité de la disparition... Non, mais ça n'a rien à voir historiquement. Il n'y a pas le putsch des bolcheviks qui prennent le pouvoir dans l'empire tsariste et qui imposent la domination russe sur les Kazakhs, les Ukrainiens et les Baltes. Rien à voir. Simplement, il y a un degré de complexité, de mécontentement des gens qui fait que le projet est en péril. Il ne va pas disparaître entièrement. Alors pourquoi je dis que c'est impensable et que c'est insupportable? C'est parce que les États membres n'arriveraient même plus en réalité à repenser leurs problèmes sur une base purement d'intérêts nationaux. Même les extrémistes qui le revendiquent n'arrivent même pas à le penser. En fait. On voit très bien que l'Union fait la force. Mais il y a une grande différence entre s'en remettre à l'Europe, qui va décider à notre place. Vous voyez, le commissaire Tartampion qui va réglementer je ne sais quoi, on s'en remet à l'Europe parce qu'on n'y arrive plus, ou alors agir ensemble parce que l'Union fait la force. Et ça vous donne les grandes politiques communes. En matière industrielle, ça donne Airbus, ça c'est formidable. Et les peuples ne sont pas contre ça, ils n'ont pas décroché contre ça. Ils ont décroché contre la bureaucratie intrusive, tatillonne, etc. Donc je ne comparerai pas à l'Union soviétique. Très bien. Merci Hubert Védrine, c'était un plaisir de vous recevoir dans Géopolitis en ce début d'année. Merci.
Et pour prolonger cette émission sur la page de geopolitis.ch, la suite de notre entretien avec Hubert Védrine à propos de Trump, de Poutine et du nouvel équilibre mondial qui se dessine à l'aube de 2017. Allez-y, c'est stimulant. Tout aussi stimulante, la lecture de l'ouvrage de notre invité, Sauver l'Europe, avec un point d'exclamation qui vient de paraître chez Liana Levy. Sauver l'Europe existe aussi dans une version anglaise, sans doute fort utile par les temps qui courent. Nous avons lu aussi, je vous le recommande, l'entretien accordé par le nouveau président des États-Unis au Times et au journal Bild dimanche dernier. Donald Trump y précise sa vision de l'Europe. Ça devrait turbuler dans les chancelleries du vieux continent. La semaine prochaine, Géopolitis s'en va à la conquête du pôle Nord qui se réchauffe et qui réchauffe du même coup bien des convoitises. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.